La découverte, autour de la publication de l'État du monde 2020, ouvrage de référence sur les relations internationales publié tous les ans, consacré cette année à la question du leadership américain, ou leadership américain en français. Dans un espace mondial en pleine mutation et en changement profond. Il s'agit bien évidemment d'une des questions des relations internationales les plus importantes, puisque, comme on le perçoit quotidiennement, les choix ou non-choix des États-Unis pèsent en bien ou en mal quotidiennement sur la marche du monde, souvent de façon décisive, du simple fait de leur centralité dans le système international et de leur poids économique et stratégique acquis depuis 1945 et qui se confirme avec des hauts et des bas, avec des évolutions importantes encore aujourd'hui. Il n'existe pas d'analyse complète de l'espace mondial et des relations internationales sans inclure une réflexion approfondie à la fois sur la trajectoire historique et les potentialités politiques de la présence des États-Unis dans le monde, et de ce qu'implique cette présence, encore une fois, en bien ou en mal, selon les périodes historiques et selon les évolutions. Nous allons procéder ce soir de la manière suivante. Nous allons avoir 5 interventions. Le professeur Mélandry, historien de Sciences Po, n'est pas encore ici. Il est bloqué dans le métro, ou dans un des moyens de locomotion à Paris. Mais parmi nous ce soir, je suis ravi d'avoir mes collègues et amis, Bertrand Badi, spécialiste internationalement reconnu des relations internationales de Sciences Po, Pierre Mélandry, qui va venir, historien aussi, professeur à Sciences Po, émérite aujourd'hui, Annick Cizel, politologue de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste des relations internationales des États-Unis, de ce qu'on appelle la politique étrangère des États-Unis. Dominique Vidal, journaliste historien, co-directeur avec Bertrand Badi de l'État du monde depuis des années, et Bernard Bourca, qui arrivera en conclusion de cette discussion, directeur de recherche émérite du CNRS et spécialiste reconnu aussi, internationalement reconnu, spécialiste de l'Iran et des questions qui ont trait aux relations internationales par rapport à l'Iran. Et je ferai quelques mots de conclusion à la fin des débats pour ouvrir le débat et pour tracer des perspectives d'avenir. Je suis ravi d'accueillir aussi, très ravi d'accueillir mes collègues et amis qui sont ici présents ce soir, collègues et amis de l'université américaine, mais aussi d'autres universités. Et je suis donc Jim Cohen et Pierre, et je suis particulièrement ravi d'accueillir ici les étudiants de l'université américaine de Paris, à la fois du programme de licence et du programme de master. Alors, merci beaucoup d'être là, tous, toutes et tous. Et je donnerai la parole maintenant à Bertrand Badi pour ouvrir le bal. S'il s'agit d'ouvrir le bal, je ne suis pas le bon candidat. Jamais dansé de ma vie. Mais je vais essayer peut-être de vous présenter cet ouvrage, c'est-à-dire les intentions qui l'ont guidé et les axes que nous avons, Dominique et moi, avec le comité éditorial, tenté de dessiner. Parce que finalement, des ouvrages de ce type, c'est-à-dire pluridisciplinaires, rassemblant des spécialistes venant d'horizons très différents, de sensibilités différentes, c'est assez rare. Nous sommes dans un système universitaire et une communauté scientifique assez segmentée. L'un des buts de l'État du monde, c'est de faire travailler ensemble des personnes, des chercheuses et des chercheurs qui viennent de ces horizons très différents, et c'est peut-être l'axe premier de ce travail que nous vous proposons ce soir. Il y avait bien sûr une interrogation de nature scientifique qui nous a guidés et qui est ce que j'appellerais peut-être l'énigme américaine. Pourquoi énigme ? Parce que, a priori, il y a une contradiction gigantesque, et une contradiction que
que l'on n'a pas encore su véritablement traiter et analyser. Cette contradiction, elle va bien au-delà de la personnalité de l'actuel président des États-Unis, qui est assez secondaire dans le dispatching de ses différentes contributions. La grande énigme et la grande contradiction, c'est que notre science politique, je parle depuis ma paroisse, notre science politique a toujours considéré qu'il y avait en relation internationale un concept pivot, incontournable, absolument nécessaire et indispensable à la description des différentes séquences historiques de l'histoire du monde, qui est le concept d'hégémonie et de leadership. Il devait y avoir nécessairement, à chaque moment de l'histoire, un leader. Un premier de cordée, comme dit quelqu'un. Cette idée, elle est venue des États-Unis, il faut bien dire. D'ailleurs, si on fait référence au grand politiste américain Robert Gilpin, qui est décédé il y a juste un petit peu plus d'un an, il n'hésitait pas à nous parler de cette nécessité d'un benign leader, d'un leader bienveillant. Et vous retrouvez chez un libéral comme Eikenberry la même idée, c'est-à-dire, quelles que soient les contractions du système libéral, celui-ci est toujours en mesure de gouverner le monde. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'idée de départ de ce livre, c'est qu'il n'y a jamais eu de déclin américain. Cette thèse est une thèse caricaturale et finalement peu productive, mais il y a eu un lent déclin de la puissance, quels qu'en soient son titulaire. Et ce lent déclin de la puissance, il se mesure. Il se mesure à différentes zones, sur le plan du commerce mondial, de l'économie mondiale, mais aussi sur le plan militaire. Le fait que les États-Unis, 40% des dépenses militaires du monde, n'aient pas gagné une guerre menée hors coalition onusienne depuis 1945, à l'exception de la vaillante guerre contre Grenade, où effectivement la superpuissance a pu battre une armée de 89 hommes, à part cela, la victoire n'est plus au rendez-vous. Alors vous me direz, vous aurez raison de me le dire, la victoire est passée de mode. On ne gagne plus les guerres. On ne les perd pas, on ne les gagne pas. C'est des matchs nuls qui viennent en quelque sorte se succéder les uns aux autres. C'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Parce que comment se fait-il qu'une superpuissance qui contrôle à peu près, enfin un peu moins maintenant avec la montée de la Chine, 40, maintenant c'est 35% des dépenses militaires mondiales, comment ne parvient-elle pas à bout de quelques bandes armées en Irak, en Afghanistan? Comment peut-elle se faire humilier, comme c'est le cas tout récemment en Afghanistan? Comment expliquer cette espèce de désarroi que l'on perçoit aujourd'hui aux États-Unis? L'Iran a frappé, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de trouver quelque chose quand même. On finira probablement par trouver. Mais on voit très bien que cette notion qui est née il y a quelques décennies de guerre asymétrique n'est même plus dans l'air du temps. Les guerres ne sont plus asymétriques. Les guerres sont des formes nouvelles de conflictualité qui défient la puissance et qui du coup rend le leader moins leader et le benign moins benign. Et donc ça a été pour nous un défi d'essayer de comprendre cet incroyable décalage entre la réalité, parce que c'est une réalité de la puissance américaine. Encore une fois, il n'y a pas de déclin américain. Les universités américaines se portent magnifiquement, l'économie américaine se porte très bien, la puissance militaire est intacte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et donc c'est la raison pour laquelle ce n'est pas tant le leader qui est en cause que le leadership. Et à partir de cela, et je terminerai ma présentation là-dessus, deux hypothèses. La première hypothèse, c'est de dire qu'on a fait beaucoup trop confiance au contexte de 1945, et je pense que Philippe, qui a fait le chapitre sur cette question, saura nous en parler tout à l'heure. C'est-à-dire, on a cru que l'histoire s'était arrêtée en 1945. 1945, la puissance était à son zénith.
en 1945, parler de power politics, ça avait un sens. C'est-à-dire, effectivement, la puissance qui non seulement avait été efficace contre le monstre nazi, mais avait été bonne et efficace, puisqu'elle avait libéré le monde de cette monstruosité tout à fait exceptionnelle dans l'histoire. Et à partir de ce moment-là, on a considéré que tous ces paramètres étaient pérennes. Or, aujourd'hui, les paramètres ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire, l'aubaine de 1945 a disparu. Parce que le sacro-saint concept d'équilibre de puissance, balance of power, est mis en échec. 1945 a pu perdurer, je dirais même être gelé, par le campisme qui s'est installé en 1947. Ce campisme a donné à la puissance son sens, puisque c'était une puissance face à une autre. Donc le balance of power faisait évidemment sens. Aujourd'hui, il n'y a plus de campisme, il n'y a plus de balance, il n'y a plus de power. Et on a l'impression que justement, la puissance est victime de la disparition de l'équilibre, de la notion même d'équilibre. Et puis, il y a d'autres paramètres qui ne faisaient pas sens en 1945, mais qui font sens aujourd'hui, la mondialisation. C'est-à-dire qu'en 1945, le monde était interétatique. Aujourd'hui, il est mondialisé, il est globalisé. Et globalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas que les États qui jouent sur la scène mondiale. Et là aussi, en dépassant peut-être quelques naïvetés marxistes, même les multinationales américaines peuvent-elles être tout simplement considérées comme les agents passifs de l'État américain? C'est beaucoup plus compliqué que ça. On s'aperçoit que cette autonomisation croissante des acteurs non étatiques vient en quelque sorte introduire un flou extraordinaire dans le paysage international. L'émergence de la Chine, l'émergence de l'Inde, du Brésil, et derrière cette émergence peut-être quelque chose que l'on n'a pas suffisamment mis en évidence. Avec les émergents, le monde n'est plus issu des vieilles puissances, n'est plus issu de cette vieille grammaire westphalienne qui a quelques 400 ans d'âge. Les nouvelles puissances, elles viennent d'ailleurs, elles n'ont pas la même mémoire, elles n'ont pas les mêmes ressources, elles n'ont pas la même grammaire, elles n'ont pas la même lecture du politique, du social et de l'économique. Et quand M. Graham Allison, dans un ouvrage navrant par rapport à la grandeur de ce qu'était son œuvre lorsqu'il était jeune, nous explique que le piège de Thucydide va se refermer et que la Chine va être ou risque d'être les nouveaux États-Unis. Il oublie simplement une chose, c'est que la grammaire en Chine n'a rien à voir avec la grammaire aux États-Unis. Et que même si les Chinois ont une envie évidente de dominer dans l'histoire chinoise ne veut pas dire la même chose que dominer dans l'histoire américaine. Là aussi, le bas reblesse. Alors, face à cela, et c'est mon tout dernier point, face à cela, il y a manifestement un malaise dans l'histoire récente et immédiatement contemporaine des présidences américaines. C'est-à-dire c'est tout à fait extraordinaire de voir comment en 20 ans à peu près, un petit peu plus, 30 ans presque maintenant, c'est vrai que le temps passe, les présidents qui se sont succédés n'ont cessé d'hésiter et de changer de route. George H. Bush, qui nous annonce dans l'euphorie de 89 un nouvel ordre mondial, qui, on ne sait pas où il est passé, ce nouvel ordre mondial. William Clinton, qui pendant 2 mandats ne fera absolument rien, donc c'est une façon d'hésiter, de ne rien faire. Reprenant comme secrétaire d'État Warren Christopher et Madeleine Albright, c'est-à-dire des momies de la guerre froide. Et puis ce réveil qui est le néoconservatisme de George W. Bush, c'est-à-dire s'il y a la mondialisation, ben, tant mieux, on va pouvoir enfin universaliser nos valeurs, on va en quelque sorte renouer avec les pères fondateurs, ça n'a pas marché. Obama qui a été élu contre, et contre les excès humains et économiques de cette politique néoconservatrice, et qui va, lui, avoir le courage de poser que le leadership militaire des États-Unis c'est fini, et qu'il y a peut-être une autre carte à jouer, la carte libérale, la mondialisation dans sa dynamique économique.
Et finalement, le solde de cette présidence courageuse d'Obama, innovante, ça a été la grande peur aux États-Unis. Mais dans ce contexte nouveau, nous, Blancs des États-Unis, nous ne sommes plus majoritaires. Cette mondialisation, elle nous appauvrit. Et c'est vrai, objectivement, que la classe moyenne américaine a été appauvrie par la mondialisation. Donc un réflexe anti-mondialisation, et voilà tout d'un coup que ce pays qui a été porteur de la mondialisation devient le premier contestataire. Monsieur Trump, puisque je m'exprime en français, Mr. Trump, if you prefer, Monsieur Trump, à travers le slogan America First, vient complètement renverser non seulement les États-Unis, mais la planète. C'est-à-dire le conducteur de la mondialisation est maintenant le contestataire de la mondialisation. Au nom d'un néo-nationalisme qui n'a rien à envier à Orban, à Bolsonaro, à Salvini ou au couple Le Pen-Mélenchon. Oh. Bah oui. C'est triste, mais c'est comme ça. Oui, bah j'arrête. Voilà. Bah, c'est à peu près ce que je voulais dire. J'obéis au président. C'est donc ces voies hésitantes que l'on a essayé de suivre, et c'est ce qui a abouti à cela. Je vous remercie. Je n'aime pas être coercitif, mais tu n'étais pas loin de la fin. Tu es un benign leader. Benign leader, c'est exact. D'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à fait au début de nos débats que c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel à l'Université américaine de Paris d'organiser des débats qui sont exclusivement tenus en français. C'est la première fois que nous faisons ça. Je suis content qu'il y ait autant d'étudiants qui soient venus dans ce contexte-là. Je vais passer la parole après ce propos très large et intéressant que l'on pourra débattre évidemment à Pierre Mélandry, que je salue. Historien important, reconnu de l'histoire des États-Unis et qui a marqué l'historiographie française de façon importante dans ce domaine particulier. Bienvenue Pierre, je vous passe la parole. Merci Philippe. Je voulais d'abord m'excuser pour mon retard bien involontaire. Je voulais aussi dire tout le plaisir que j'ai eu à participer à cet ouvrage et celui que j'ai à être ici pour tenter de réfléchir avec vous à la question qu'il pose, effectivement, assistons-nous à la fin du leadership américain? Je crois que la réponse dépend de l'acception que l'on prend du terme. Comme Bertrand l'a remarqué tout à l'heure, d'un côté, si l'on considère l'ampleur de moyens, de puissance dont disposent les États-Unis, en gros, la meilleure formule, c'est celle de Time, le 4 mars 2014, en déclin, mais les premiers. Il reste les premiers. Inversement, si l'on identifie le leadership au type singulier de domination qu'après 1947, les États-Unis ont exercé sur les démocraties industrialisées, l'on peut avancer l'idée que ce leadership s'est éteint après une longue agonie qui a commencé en gros dans les années 70 et dont l'élection de Trump sur le slogan « America First » a marqué la fin. America First résume en effet la vision de la politique étrangère que les États-Unis ont longtemps embrassée avant que l'histoire précisément les convainque d'endosser un leadership servant mieux leurs intérêts. D'emblée, il est vrai, la relation des États-Unis et le reste du monde a été paradoxale. D'un côté, ils ont revendiqué une forme de leadership, un leadership moral, idéologique. Dès l'origine, ils sont affirmés comme une nation exceptionnaliste, une société brillant sur la colline. Et encore aujourd'hui, Bernie Sanders explique que les États-Unis doivent rester des leaders in democracy. Mais de l'autre, cette ambition les a surtout incités à réduire leur politique étrangère au minimum nécessaire pour ne pas mettre en danger l'épanouissement de ce qui était leur priorité, leur modèle exemplaire. Profitant gratuitement de l'ordre national qui était assuré par l'Angleterre, ils se sont tenus à l'écart du système européen et ont tout subordonné au développement de leur puissance, embrassant un vigoureux protectionnisme, un attachement féroce à leur souveraineté, la plus grande méfiance à l'égard des alliances, bref, une politique que l'expression « America First » paraît bien résumer.
Cette approche a été couronnée de succès tout au long du XIXe siècle, volontiers qualifiés d'isolationnistes. Ils ont affirmé à travers la doctrine Monroe leur aspiration à l'hégémonie régionale, développé des relations commerciales internationales et, par-dessus tout, épanoui leur expérience nationale à travers une formidable expansion territoriale et une tout aussi impressionnante ascension économique qui les a hissés dès la fin du XIXe au premier rang mondial. Dès lors, évidemment, ils ont été tentés de traduire cette puissance sur la scène internationale. Brièvement tentés par le colonialisme, ils ont très vite rejeté une politique au coût matériel, humain et moral à leurs yeux trop élevé et préféré embrasser une nouvelle doctrine dont ils n'ont en réalité jamais cessé de se réclamer par la suite, parce que précisément les deux principes qu'elle proclamait, respect des souverainetés nationales et ouverture non discriminatoire des marchés, avaient l'immense mérite de concilier leur idéal et leurs intérêts, tandis que le renoncement à une ambition territoriale consacrait leur supériorité morale par rapport à l'Europe par exemple, la non-discrimination commerciale devrait leur assurer du fait de leur compétitivité ce qui était l'objectif primordial, c'était la primauté dans ce secteur. La fin de l'ordre international assuré par l'Angleterre et l'intégration croissante du monde sous l'impact de la première évolution des communications a paru, c'est vrai, remettre un temps en question cette approche. Convaincu par la Grande Guerre qu'il serait désormais impossible pour l'Amérique de s'isoler d'un monde déjà globalisé, Wilson a entrepris de donner au leadership américain une dimension non plus seulement exemplaire, mais missionnaire. Puisqu'il n'était plus possible d'isoler l'expérience nationale de l'étranger, il a invité tout simplement ses concitoyens à reconstruire ce dernier sur les valeurs et principes de la démocratie de marché qui avaient longtemps assuré leur propre succès. En même temps, comprenant qu'une telle tâche était pour les seuls États-Unis hors de portée, il leur a proposé d'en multilatériser le coût dans la société des nations. Si ce premier projet de leadership géopolitique a été rejeté, c'est que ses adversaires politiques ont persuadé le pays que désormais créanciers nets face à l'étranger, les États-Unis disposaient, à travers leur pouvoir financier, d'un instrument unilatéral leur permettant d'assurer leur sécurité et de promouvoir leurs intérêts, et n'avaient du coup aucune raison de se laisser piéger dans un système multilatéral qui mettrait, ce qui était encore aux yeux de beaucoup le bien le plus précieux du pays, la souveraineté en danger. Seuls en réalité, on le sait, la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale et l'émergence de la guerre froide ont convaincu les États-Unis de renoncer à ce qui avait été jusqu'ici leur approche de l'étranger, celle d'une république libérale, surtout préoccupée d'expansion commerciale et ne s'intéressant à la géopolitique que pour assurer la sécurité nationale et affirmer et préserver l'hégémonie régionale. En illustrant l'échec de la formule America First, la Seconde Guerre mondiale a convaincu Roosevelt de la nécessité pour le pays d'embrasser, à travers l'ONU, l'approche multilatérale que Wilson avait imaginée et de substituer à la vision transactionnelle et immédiate de leurs intérêts une vision plus large et à long terme, prenant en compte le fait, comme Nixon devait par la suite le résumer, que les États-Unis ne pourraient vivre en paix dans un monde en guerre et ni avoir une économie saine dans un monde économiquement malade. Les turbulences des années 30 et la domination écrasante dont au sortir de la guerre les États-Unis jouissaient ont aussi persuadé Roosevelt d'endosser le leadership économique et monétaire longtemps assumé par l'Angleterre. À Bretton Woods, les Américains ont imposé un ordre capitaliste si parfaitement conforme à leurs intérêts que les avantages structurels qu'ils y ont implantés continuent aujourd'hui encore de servir ces derniers. Un ordre fondé sur l'ouverture des marchés, sur leur prééminence dans les institutions internationales en charge de les gérer, mais aussi sur l'élévation du dollar à un statut privilégié dont nous sentons aujourd'hui encore les effets. Enfin, l'entrée en guerre froide a conduit son successeur, Truman, à prendre directement en charge, cette fois, l'ordre politico-militaire que l'ONU était dans l'incapacité d'assurer. Autrement dit, les Américains ont alors compris que la survie de l'ordre économico-monétaire qu'ils venaient de décimer exigeait l'édification d'un empire fondé sur la suprématie militaire, mais aussi sur des alliances permanentes avec les autres démocraties industrielles. Bref, qu'un impérium serait le pendant obligé de l'imporium sur lequel ils comptaient pour construire leur prospérité. Cette rupture
que l'Amérique des années 20 avait refusé, avec l'America First du passé, a été d'autant mieux acceptée que sur place, la menace soviétique l'a légitimée et que dans un premier temps, cette politique impériale a coïncidé avec cet épanouissement de l'expérience nationale, les grandes années de l'American Way of Life, qui avait toujours été censé être, pour la politique extérieure, l'objectif primordial. Par ailleurs, auprès de leurs alliés, les Américains ont réussi à donner l'impression d'exercer moins une hégémonie au sens traditionnel qu'un leadership dans le cadre d'un empire post-territorial, reposant sur un réseau d'alliances où le principe d'égalité était au moins dans la forme respecté, même si dans la réalité, du fait du rapport des forces, leur ascendant était incontesté, un empire fondé sur l'exercice simultané d'un réel unilatéralisme quand leurs intérêts vitaux étaient concernés, mais aussi d'une bonne dose de multilatéralisme dans la mesure où leur suprématie au sortir des hostilités leur permettait de faire preuve à un faible coût de générosité. Bref, sur la pratique d'un enlightened self-interest servant et dépassant à la fois leur intérêt particulier. Pourquoi dès lors, et c'est la question que je poserai en conclusion, en dépit des succès historiques, les Trente Glorieuses, la fin de la guerre froide, sur lesquels cette politique a débouché, cette belle mécanique s'est-elle grippée au point que nous nous interrogeons aujourd'hui précisément sur sa pérennité. Pour faire simple, disons que deux forces ont joué. D'un côté, la suprématie écrasante des États-Unis s'est peu à peu érodée. De l'autre, et par contre-coup, les Américains ont toujours été plus nombreux à penser que, loin de servir leur expérience nationale, le leadership à l'étranger l'a menacé. Pour commencer, leur projet même, l'édification d'un vaste marché sans frontières, ouvert à leur grande société, la mondialisation, a inexorablement tendu, Bertrand le rappelait, à diffuser la puissance vers leurs rivaux comme vers leurs alliés, mais aussi vers toutes sortes d'acteurs non étatiques qui ont rendu le jeu du leader beaucoup plus compliqué. Parallèlement, alors que cette redistribution se produisait et rendait le leadership plus difficile à exercer, l'opinion américaine a tendu à trouver le coût de la politique impériale toujours plus difficile à supporter. D'abord, évidemment, le coût résultant des déploiements à l'étranger, mais aussi des interventions armées, où les États-Unis se sont trouvés aspirés. L'ordre libéral global que la Pax Americana était censée assurer n'était en effet ni global, ni toujours très libéral, en sorte que les États-Unis ont souvent recouru à la force pour venir à bout des résistances qu'ils rencontraient, mais aussi le coût de l'imporium, toujours plus identifié aux délocalisations des emplois à l'étranger et à l'enrichissement d'un petit nombre au détriment de la majorité. Sous cet aspect, un cercle vicieux a fini par se développer. Tout d'abord, pour répondre à l'impatience et aux frustrations de leur opinion, les dirigeants américains ont toujours davantage mis l'accent sur l'unilatéralisme, usé et abusé des leviers que le statut du dollar et l'attractivité de leur marché représentaient, et dénoncé l'ingratitude et l'irresponsabilité de leurs alliés, ouvrant inexorablement la voie aux thématiques que Trump devait exacerber par la suite. Sous cet aspect, on pourrait faire un long historique de Nixon à Bush fils, de cette montée permanente et incessante des États-Unis vers l'unilatéralisme. Parallèlement, les États-Unis n'ont plus cessé d'emprunter à l'étranger, au point que beaucoup ont attribué le krach de 2007-2008 aux errements de leur leadership financier et voient aujourd'hui dans la dette le talon d'Achille de leur empire. Enfin et surtout à ce prix, ils n'ont pu réconcilier le pays avec le coût de ce dernier. Pire, le désenchantement du rêve américain a débouché sur une polarisation toujours plus exacerbée, dont la retombée a été le grippage du modèle démocratique même qu'ils entendaient faire rayonner. Les années Obama ont sans doute représenté un ultime effort pour réconcilier la vieille priorité accordée à l'expérience nationale, le nation building at home, comme le président le disait, avec une refonte moins coûteuse du leadership à l'étranger. Mais le résultat est resté mitigé, comme en témoigne le succès de Trump, qui a ressuscité le slogan « Make America Great Again » que plus de 35 ans plus tôt, Reagan avait déjà embrassé. Seulement, là où l'ancien gouverneur de Californie entendait réaffirmer plus unilatéralement le leadership des États-Unis sur le système international mis en place en 1945, lui explique haut et fort que le seul moyen de rendre à l'Amérique sa grandeur passée est précisément de rompre avec ce dernier
pour renouer avec une version délibérément cynique, d'où le leadership moral a lui-même été écarté, avec de l'approche America First, qui avait sans doute permis à l'Amérique d'accéder à la grandeur dans un lointain passé, mais dont pourtant les années 30 avaient illustré les limites et les dangers. Merci Pierre pour cette intervention très riche qui met en perspective notre discussion plus large. Je vais passer la parole à Annick Cizel, dont le chapitre dans le livre est consacré à la relation entre les États-Unis et le multilatéralisme et le problème de la pensée américaine dans ce domaine-là. Annick, je te passe la parole. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, vraiment, à Bertrand Badier, Dominique Vidal et à Philippe Gordeau pour cette opportunité, non seulement d'être ici ce soir, mais cette opportunité d'avoir réfléchi dans cet ouvrage à un sujet qui me tient à cœur, qui est vraiment, et qui est d'une telle ambition qu'il fallait si peu de pages pour m'obliger à y penser de manière efficace. C'est-à-dire que ce sujet qui me tient à cœur, ce sont effectivement ces... Il marche vraiment ce micro? Oui, c'est bon. Pour vous, c'est bon. Qui sont ces mutations de l'ordre multilatéral de la Pax Americana de 1945, et d'essayer de comprendre un petit peu mieux les mutations qui sont en cours aujourd'hui, à la fois de par l'administration Trump, mais peut-être sans l'administration Trump, peut-être déjà sous Obama, et peut-être indépendamment des États-Unis aujourd'hui, dans un ordre mondial peut-être post-américain, pas sans les Américains, mais sans, potentiellement, avec une capacité désormais dans la mondialisation, de continuer à fonctionner multilatéralement sans les Américains. C'est-à-dire qu'on a véritablement, je dis souvent à mes étudiants, nous vivons actuellement une époque véritablement formidable, peut-être d'une fin de cycle, alors que la mondialisation est en train de s'achever, de se parachever, la suite nous le dira, et d'une capacité qu'ont des pays émergents qui sont émergés aujourd'hui d'être des near-peer competitors, la Chine, mais l'Inde également, la réémergence de la Chine, en tout cas comme puissance diplomatique aujourd'hui, elle n'a pas toujours les moyens de ses ambitions militaires, mais bon, il y a donc une capacité de multitude d'acteurs aujourd'hui qui nous font lire l'administration Trump pas simplement comme America First, mais peut-être comme une évolution inéluctable parce que le monde a changé, et comme une évolution qui commençait déjà à se dessiner sous Barack Obama, que le leadership américain, s'il ne veut pas être marginalisé, doit se redéfinir et peut-être effectivement accepter de laisser la place, de partager ce leadership, voire peut-être de le transmettre. Et la conclusion à laquelle j'arrivais dans cet article m'amène à proposer, aussi parce que j'essaye désespérément de ne pas me laisser aveugler par Donald Trump et de regarder l'administration Trump. Et je viens de finir à cet égard de m'obliger à faire un article sans Trump ces dernières semaines, c'est-à-dire de regarder ce que font les États-Unis dans l'Indo-Pacifique sur un plan militaire. Et quand on regarde ce que fait le Pentagone, on ne regarde plus Donald Trump. Donc, à la lumière de tout ceci, j'ai envie de proposer rapidement 3 grandes réflexions sur ce qui est en train d'arriver au multilatéralisme tel qu'on l'a connu dans cette Pax Americana depuis 1945. Dans un premier temps, parce que je me suis intéressée au Pentagone, sous Jim Mattis, bien sûr, mais sans Jim Mattis pendant plus de 6 mois, sans avec un Patrick Shanahan qui suivait à peu près les affaires, et un Mark Esper qui vient d'arriver depuis le mois de juillet, et bien moi j'ai reconnu les États-Unis d'avant. C'est-à-dire que quand je me suis penchée sur ce que font les États-Unis militairement pour contrer la Chine aujourd'hui dans l'Indo-Pacifique, d'accord, on a une nouvelle labellisation d'une région où on a d'autres pivots régionaux qui sont apparus, l'Inde, le Japon depuis un petit moment déjà, face à la Chine, l'Australie également, la montée en puissance de l'Australie flanquée de la Nouvelle-Zélande, mais dans le même temps, je me suis rendu compte qu'on a une continuité multilatérale qui va bien au-delà de ce que je pensais voir jusqu'à présent. Parce que quand je regarde les manœuvres militaires et les dernières manœuvres militaires, là tout début septembre, entre les États-Unis et l'ASEAN, quand j'ai entendu ça sur France Info, j'ai enclenché l'article, immédiatement. C'est-à-dire en me disant, mais là on est dans du multilatéralisme ou est-ce qu'on est dans autre chose? Peut-être une autre phase
du multilatéralisme. Et quand j'ai regardé qui est en train de faire des manœuvres militaires avec qui depuis 2 ans, j'en suis arrivée à la conclusion que les États-Unis sont en train de remettre sur pied, le Pentagone est en train de remettre sur pied l'OTASE, l'organisation du traité donc, de l'Asie du Sud-Est, un traité qui finalement n'a jamais véritablement existé dans la réalité, parce qu'il y a eu la guerre du Vietnam qui l'a arrêté complètement dans ce qu'il aurait pu être, mais que les États-Unis sont en train de faire plus que ça dans l'Indo-Pacifique actuellement, parce que oui, la France est une puissance pacifique, nous l'avons entendu ces dernières semaines, pas simplement à cause du réchauffement climatique, parce que la Grande-Bretagne est de nouveau une puissance globale, nous a dit Theresa May, nous dit Boris Johnson, et que les Pays-Bas sont également une ancienne puissance de la région en Indonésie, et parce que même l'Allemagne vient prêter main forte aux côtés du Canada, j'ai retrouvé les puissances visibles de l'OTAN, soit militairement opérationnelles aux côtés des États-Unis dans l'Indo-Pacifique aujourd'hui, soit dans la logistique pour l'Allemagne et les Pays-Bas. Et je me suis retrouvée en plein milieu d'un multilatéralisme que je connais. Donc ça m'interroge. Et ça m'interroge parce que c'est totalement contradictoire avec tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, c'est-à-dire un président Trump qui nous parle d'unilatéralisme, voire d'isolationnisme, voire de repli. Et qu'est-ce que les États-Unis sont en train de faire dans cette région du monde? Ils sont en train de multilatéraliser leurs alliés pour mieux transmettre, pour mieux transférer ce multilatéralisme sur un plan régional et pouvoir, peut-être, à terme, être un leader ou peut-être ne plus l'être, c'est-à-dire multilatéraliser le leadership, de manière à inverser une polarité et que les États-Unis ne soient plus à tout coup le leader, ne soit plus contraint dans ce leadership. Est-ce que Donald Trump, au final, l'administration Trump, va nous faire du leadership from behind, de la même façon qu'Obama l'a fait? Je ne sais pas, je ne suis pas au bout de ma réflexion. Parce que dans le même temps, il y a d'autres lignes de continuité avec Obama. Il y a évidemment, dans cette région du monde, mais dans d'autres régions du monde également, une renaissance du mini-latéralisme, comme on l'a appelé. Je ne vais pas partir sur l'Iran et sur ce que Donald Trump a fait au JCPOA, mais en Asie, en Indo-Pacifique, il n'y a plus d'Asie, pardon. Dans l'Indo-Pacifique, on déplaise à l'Indonésie, l'Asie a disparu. En Indo-Pacifique aujourd'hui, les États-Unis sont en train de remettre sur pied un Quad, une relation quadrilatérale entre eux, le Japon, l'Inde et l'Australie. Et bien évidemment, c'est peut-être aussi là la question de la fin ou pas du leadership américain. Est-ce que c'est un glacis qui est en train, et ma terminologie est volontaire, un glacis de typologie guerre froide qui est en train de se mettre en place dans cette région du monde, minilatéral certes, mais à viser, est-ce que j'ose le terme d'endiguement de la Chine, en tout cas de contrer la Chine, c'est très clair. Des continuités donc de minilatéralisme, de coalition non permanente, parce que nous avons un idéal washingtonien de George Washington, qui est revenu effectivement qu'on se méfie des alliances permanentes parce qu'elles contraignent les États-Unis, elles les contraignent déjà à payer. Ça, Donald Trump nous l'a dit et redit. Mais ça permet également une flexibilité et une adaptabilité à un type de multilatéralisme qui est flexible, adaptable, potentiellement volatile également, parce que les alliances elles changent très vite sous Trump, mais où effectivement on a peut-être une ligne de continuité qui nous dirait de ce fait qu'elle est indépendante d'un Barack Obama démocrate, qu'elle est indépendante d'un Donald Trump républicain, mais que c'est juste la perpétuation d'une forme de leadership américain qui exige, qui nécessite aujourd'hui de s'éloigner de l'ONU, de s'éloigner des grandes agences multilatérales qui sont peut-être arrivées elles-mêmes à une certaine fin de cycle, mais qui nécessitent effectivement une réinvention du multilatéralisme. Oui, sauf que je n'ai pas parlé de Mike Pompeo, je n'ai pas parlé... Alors John Bolton, dans ma réflexion, oups, Bolton est parti. Je vais juste me focaliser sur Mike Pompeo. Parce que quand on se pose la question d'une transmission du leadership, et quelque part ça marche quand les États-Unis ne sont plus là, l'Europe se saisit du leadership, y est contrainte. C'est ma conclusion. Mais Mike Pompeo nous donne des réponses dans des discours qu'on lit très peu, et en réaffirmant la volonté de leadership des États-Unis. Et quelle que soit la diminution de leur capacité de puissance aujourd'hui, il semble qu'il y ait une volonté de leadership. On l'a entendu s'exprimer ces dernières 24 heures, où
l'administration Trump et Boris Johnson étaient en train d'essayer de concocter un communiqué commun vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, est-ce que Trump, Johnson, Jair Bolsonaro, Viktor Orban, la Pologne d'aujourd'hui, etc., ne sont pas en train de proposer, sous le leadership américain, point d'interrogation, je n'ai pas la réponse, une nouvelle forme de multilatéralisme, sans l'Union européenne cette fois. Merci. Merci, Elie. Je ne te connaissais pas aussi admiratrice du Pentagone, mais maintenant je le perçois. Moi non plus, tout arrive. Tout arrive, c'est très bien, les évolutions, c'est toujours très utile. Je vais passer la parole maintenant à mon collègue et ami Dominique Vidal, qui va nous parler, qui va nous entretenir des perspectives qu'il a pu tracer dans le livre sur le conflit israélo-palestinien, me semble-t-il, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Philippe. C'est agréable d'être ici. C'est un lieu très accueillant. Comme vous vous en souvenez, à Biarritz, le président de la République s'est targué d'un tour de force, avoir fait venir le ministre iranien des Affaires étrangères et arracher à Donald Trump une vague promesse de rencontre. C'était très peu. Mais c'était beaucoup trop pour Benjamin Netanyahou. Et on a vu Benjamin Netanyahou, qui était alors en pleine escalade militaro-électorale, à la fois en Syrie, en Irak, au Liban, à Gaza, il parlait même du Yémen, l'intervention au Yémen. Bref, Netanyahou était très mécontent de cette entorse faite apparemment par son grand allié à la ligne dure qui, en principe, les unit. Et voilà le dernier exemple en date, on pourrait en citer d'autres, de cette problématique à laquelle nous avons, Olivier Dallage, qui est ici, et moi-même, consacré notre contribution à l'état du monde, les relations entre les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite. Parce que dans sa dialectique du maître et de l'esclave, Hegel montre très bien comment, à un certain moment, c'est le maître qui dépend de l'esclave, au moins autant que l'esclave dépend du maître. Alors évidemment, les États-Unis ne sont plus les maîtres du monde, et il n'y a plus guère de pays esclaves dans le monde, mais dans la relation, par exemple, États-Unis-Israël, au fond, qui dirige qui, aujourd'hui? Washington, je fais un peu d'histoire, mais c'est aussi le rôle de l'État du monde, Washington compte avec Moscou parmi les capitales auxquelles Israël doit sa naissance, puisque dès 1946, Washington appuie l'exécutif sioniste en faisant pression sur les Britanniques. Puis elle se prononce pour le partage de la Palestine. Et enfin, le 14 mai 1948, Truman est le premier chef d'État à reconnaître l'État d'Israël. Paradoxalement, à l'époque, les Soviétiques et les Américains ont le même objectif, le Proche-Orient, ébranler l'hégémonie britannique. Et en 23 ans, effectivement, la fin du mandat britannique sur la Palestine va faire tomber presque toutes les pièces britanniques dans la région. Staline est réaliste, donc il n'imagine pas que l'URSS prenne la succession de la Grande-Bretagne, mais en revanche, Truman sait qu'il lui faudra du temps pour que les États-Unis y parviennent. Et en août 1948, on oublie souvent ces choses, David Ben-Gourion accueille l'ambassadeur américain en disant, je cite, « Israël salue le soutien russe aux Nations Unies, mais ne tolérera pas de domination soviétique. Non seulement Israël est occidental dans son orientation, mais notre peuple réalise qu'il ne peut devenir fort et rester libre qu'à travers la coopération avec les États-Unis. » Et de se ranger, dès la guerre de Corée, dans le camp occidental. C'est aussi l'époque où Paris devient l'allié stratégique du nouvel État auquel il décide de fournir de quoi fabriquer son arme nucléaire lors de l'opération franco-britannique et israélienne contre l'Égypte de Nasser. Mais, comme on s'en souvient, à l'époque, Washington et Moscou sifflent la fin de la partie avant qu'elle soit terminée. En revanche, en 1967, non seulement les États-Unis donnent leur feu vert à la guerre préventive d'Israël, mais ils lui en donnent les moyens. L'armée israélienne doit trouver un autre fournisseur pour les armes livrées par la France, jusqu'à l'embargo décidé par le général de Gaulle, et la nouvelle alliance devient stratégique, à proprement parler. C'est-à-dire que l'Amérique sera toujours aux côtés d'Israël, mais sans toutefois renoncer,
pendant plusieurs décennies, a influé sur ses choix. Après la guerre du Golfe de 1991, c'est un exemple historiquement important, accusé d'avoir libéré le Koweït en 5 mois, alors que l'occupation de la Cisjordanie, de la Gaza, du Golan, durait depuis 24 ans, les États-Unis organisent rapidement, fin octobre, la conférence de Madrid. Et comme Yitzhak Shamir refuse l'invitation, James Baker se livre à un véritable chantage à l'époque. La participation à la conférence conditionne la garantie américaine pour le prêt de 10 milliards de dollars, à l'époque indispensable pour l'intégration des immigrants soviétiques qui arrivent par centaines de milliers. Et Shamir vient à Madrid. Ces tensions ne remettent pas en cause, bien qu'elles soient fortes, les liens entre les deux pays. Sur le plan diplomatique, les États-Unis opposent leur veto à toute résolution contre Israël au Conseil de sécurité. Et depuis 1948, je demande vérification du chiffre, il est très difficile à calculer, l'aide américaine à Israël approcherait à ce jour les 150 milliards de dollars. Vient le processus de paix. L'ami américain n'hésite pas à favoriser la gauche israélienne, puis la droite. Ainsi, l'administration Bush père contribue-t-elle largement à la victoire d'Yitzhak Rabin. Celui-ci assassiné, l'administration Clinton fait tout pour que Shimon Peres lui succède, mais Peres se suicide politiquement et réussit à perdre une élection qui ne devait pas être perdue. Et ensuite, Washington va s'accommoder du sabotage du processus de paix par Benjamin Netanyahou et Ehud Barak. L'élection d'Ariel Sharon en février 2020 marque un premier tournant. Sur le fond de seconde intifada, le vieux général répète à George W. Bush, au lendemain du 11 septembre, notre Ben Laden, c'est Arafat. Et il obtient comme ça la caution de George Bush pour la reconquête de la Cisjordanie et le siège d'Arafat. Olmert va aussi bénéficier du soutien américain dans ces deux guerres, contre le Liban et contre la bande de Gaza. Et revenu au pouvoir, Netanyahou affiche une ambition sans précédent dans la relation israélo-américaine. Faire échec au nouveau président Barack Obama, qui a déclaré au Caire, le 4 juin 2009, je le cite, « Les Israéliens doivent reconnaître que tout comme le droit d'Israël à exister ne peut pas être nié, celui de la Palestine ne peut pas l'être non plus. » Et de préciser, je cite, « Les États-Unis n'acceptent pas la légitimité de la continuation de la colonisation. » Après avoir fait mine d'accepter 10 mois durant un moratoire sur la colonisation, Netanyahou va défier Obama jusqu'au bout de son second mandat. Et d'ailleurs, avant de passer la main, ce dernier lui rend l'appareil en s'abstenant et en permettant au Conseil de sécurité, en décembre 2016, de voter la résolution la plus sévère qui existe dans le droit onusien sur la colonisation. Avec l'ère Trump, on a évidemment un nouveau tournant. L'Amérique, grosso modo, ne refuse plus rien à Israël. Tournant le dos à sa propre politique depuis 1967, elle transfère son ambassade à Jérusalem, reconnaît l'annexion du Golan, et son ambassadeur, on ne sait même pas s'il est l'ambassadeur des États-Unis ou des colons aux États-Unis, laisse même entendre qu'elle acceptera la colonisation et l'annexion de la Cisjordanie. Mais l'alignement ne s'arrête pas là. Et là, je regarde Bernard Orcade. Parce que, comme Netanyahou, Trump mobilise contre Téhéran, se retirant de l'accord sur le nucléaire iranien et cautionnant les provocations israéliennes, notamment en Syrie, qui visent les Iraniens, pas Bachar. Et il suit Netanyahou dans l'alliance avec Ben Salman contre l'ennemi chiite. Si cette évolution tient en partie aux personnalités de Trump et de Netanyahou, à leur vision du monde, ils en ont une, les principaux facteurs, à mon avis, sont structurels, et je terminerai là-dessus. Le premier, on en a parlé largement, c'est la crise du leadership des États-Unis. Israël profite de leur affaiblissement relatif pour se rendre indispensable. Le deuxième, c'est la montée en puissance de l'État juif. On savait que l'armée israélienne se classait depuis longtemps parmi les plus puissantes du monde. Mais pour aujourd'hui, l'économie israélienne a grimpé à la 8e place mondiale, ce qui est quand même une performance pour un État de 9 millions d'habitants.
Troisième facteur, la quasi-disparition de l'interlocuteur palestinien. Non seulement la guerre civile larvée entre le Fatah et le Hamas aide Israël, mais elle prive la communauté internationale d'un partenaire, alors que l'État de Palestine a été accueilli à l'UNESCO, à l'Assemblée générale des Nations Unies et à la Cour pénale internationale, mais sans direction. Quatrième facteur, c'est le dernier, mais the last but not the least, le poids grandissant du lobby pro-israélien. Mais pas la communauté juive, qui est de plus en plus hostile et à Trump et à Netanyahou, mais bien plutôt les évangélistes, dont le sionisme s'enracine dans une conviction messianique. Je le dis surtout pour les étudiants, nous savons tous cela, mais c'est presque étonnant quand on entend les mots. Le rassemblement des Juifs en Terre Sainte et leur conversion de gré ou de force conditionnerait le retour du Messie et donc la victoire des forces du bien sur celles du mal au cours de la grande bataille d'Armageddon. Comme disait ma grand-mère, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'église. Merci Dominique. C'était Pat Robertson. La citation. Eh oui. Pat Robertson. Yes. C'est ce que je pensais. Eh bien, pour conclure cette tournée, je vais passer la parole à Bernard Bourcard, dont l'analyse sur l'Iran nous sera d'une très grande utilité. Bernard, je vous passe la parole. Merci. Merci à Dominique et Bertrand d'avoir obligé à faire un format court avec une problématique claire. Ce qui, quand on a travaillé sur un sujet pendant des années, on ne sait plus trop ce que l'on fait, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, mais être obligé de voir la question, la fin de leadership américain, point d'interrogation, en quelle mesure ça s'applique à un territoire qui est un peu sur lequel je travaille, l'Iran, amène à se poser des questions. En effet, le titre était posé, l'ennemi iranien, l'ennemi. Comme si ce petit pays, finalement, était le principal adversaire de la plus grande puissance mondiale et que la clé du monde était entre les mains des Iraniens. Et effectivement, depuis une quarantaine d'années, l'Iran est présenté comme l'ennemi principal de beaucoup de puissances occidentales et des États-Unis en commençant. On m'a demandé d'ailleurs de traiter, c'était à l'Académie militaire d'Annapolis aux États-Unis, de faire une conférence sur the Iranian threat, la menace iranienne. J'avais pris comme modèle, première image sur PowerPoint, une très jolie fille iranienne. La menace, elle est là. Ce n'est pas la bombe atomique iranienne, qui arrivera dans 300 ans peut-être, mais le fait qu'il y a une nation iranienne nombreuse, complexe, forte, ancienne, qui est là, qui lorsqu'on a détruit l'Afghanistan, l'Irak, l'Égypte n'est pas en très bonne forme, et où l'Arabie Saoudite est encore dans les balbutiements d'une émergence politique et sociale, l'Iran est de facto la seule puissance au Moyen-Orient ayant une base solide. Et pourquoi donc considérer ce pays comme un danger? Un danger pour le leadership américain, pour la domination américaine, pour l'impérialisme américain. Reprenons dans les modèles anciens. La révolution iranienne arrive quelques années, 3 ans après la chute de Saïgon. Et donc là, cette fois-ci, l'armée américaine doit quitter l'Iran sans combattre, et pas un seul Américain n'a été tué en Iran en 40 ans. Les otages ont été pris, 444 jours. Aucun n'a été tué. Vous allez à Washington, il y a le monument aux morts des guerres de Vietnam, et nous savons bien en France comment on honore les morts. On sait gérer la mort. On ne sait pas gérer l'humiliation. Il n'y a pas un tombeau dans le mall de Washington, il n'y a pas un monument en l'honneur de l'humiliation subie par les États-Unis. Non, on ne fait pas une chose pareille. On ne sait pas comment digérer cela. Les morts, ça se gère. Et donc, j'ai compris comme cela que la question de la rivalité entre l'Iran et les États-Unis, outre des questions vraiment sérieuses de politique, était aussi une question largement psychologique, ou plutôt d'incompréhension. En 2 mots, il faut bien voir que l'Iran, passant de l'Iran du Shah, très soutenu par les États-Unis, à l'Iran République islamique, était vraiment un choc. L'Iran était le premier pays qui faisait barrage à l'Union soviétique pour ne pas que les soviétiques prennent le pétrole du Golfe Persique. Il suit l'Arabie par la même occasion. La monarchie du roi est transformée en une république qui a pour devise liberté, indépendance, république. Bon, tout le monde signe. Par ailleurs, c'était le début de l'islam politique, une chose qu'on ne connaissait pas trop comment cela pouvait marcher. Autrement dit, plusieurs raisons qui faisaient qu'on pouvait se
avoir crainte de ce pays. En fait, l'Iran, ce n'est quand même pas une puissance, ce n'est pas Grenade, c'est un peu plus important, mais bon, on pouvait trouver une solution à l'Afghanistan, à l'Iran. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une incompréhension parce qu'on était en face d'un changement de logiciel politique. La révolution islamique d'Iran n'était pas une révolution bolchevique. Tout le monde pensait que Khomeini avait une étoile rouge derrière son turban. Et d'ailleurs, l'invasion d'Afghanistan, quelques mois après la révolution iranienne, montrait bien que les soviétiques avaient l'intention de prendre Afghanistan, Iran, et quelques mois plus tard, les chars soviétiques étaient sur le golfe Persique. Cette idée-là a fait que les Américains ont toujours pris des secrétaires d'État très spécialistes de la guerre froide. Ils ont toujours analysé la question iranienne dans le modèle, dans le schéma, dans le vocabulaire de la guerre froide, du vieux monde, refusant de voir que la révolution iranienne était la première révolution post-soviétique avant l'heure. En Iran, il n'y a pas eu de révolution populaire, communiste, pour éliminer les bourgeois et mettre les prolétaires à la place. Il y a eu un peu de cela, mais loin du compte. Autrement dit, on a fait une erreur sur l'analyse. Et de dire l'Iran des mollahs, le régime iranien, tout ça, ça existe. Il ne faut pas exonérer l'Iran de ses qualités de pays terroriste ou de pays qui a mis en prison notre collègue Fariba Adelka depuis le mois de juin. On avait une réunion à l'ambassade d'Iran hier avec un diplomate iranien très sympathique. J'ai un peu hésité, on lui a dit la vérité. Vous avez mis en tôle nos collègues et vous voulez qu'on discute de coopération universitaire, soyez sérieux. Bon. L'Iran est loin d'être un pays parfait. Mais ce n'est pas la question d'être bon ou méchant, c'est de savoir si on a changé de logique. On en parlait tout à l'heure, la guerre froide, c'était une époque, 1945, c'était loin, et aujourd'hui, les modèles, l'armée américaine, etc., on reprend le modèle de l'OTAS, on essaie de reconstruire un multilatéralisme fondé sur 1945 qu'on veut reconstruire, en ne mettant pas en évidence l'émergence des nouvelles puissances. Le logiciel est nouveau, un nouveau logiciel. Et ce logiciel avait été fait notamment avec le JCPOA. L'accord de 2015 sur le nucléaire permettait à l'Iran, pays qui avait tous les défauts du monde, on est tous d'accord là-dessus, mais permettant non pas à la République de Mollah, mais à la société iranienne, à l'Iran, de 4 millions d'habitants, le pays qui a le niveau d'éducation universitaire le plus élevé de la région, et qui a une technologie, il sait faire des missiles qui vont loin, même presque des bombes atomiques. Donc il y a une vraie société complexe, qui fait moins d'enfants que les françaises, donc vraiment un objet politique important. Et là a été effectivement la possibilité pour ce pays, pour cette population, de pouvoir émerger enfin politiquement. Et on ne sait pas avec des missiles ou des drones que l'Iran aurait dominé le Moyen-Orient, mais simplement par sa société, par son influence économique, culturelle, qui fasse effectivement l'Afghanistan, l'Irak même, voire même l'Égypte, évidemment l'Arabie Saoudite et les Émirats, la domination est évidente. On était en face d'une nouvelle émergence, de nouvelles puissances, c'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, de puissances locales. Et donc aujourd'hui, je terminerai là-dessus. On a un nouveau rapport de force, et les bombardements d'autres jours montrent que l'Arabie Saoudite, effectivement, est en difficulté, a été humiliée par on ne sait qui, peu importe qui. Mais l'Iran est le gagnant de cette affaire-là. Et donc, puisque l'Iran ne pouvait pas exporter de pétrole, l'Arabie Saoudite est divisée par deux, et si les Saoudiens bombardent l'Iran, pas de problème, puisqu'ils n'exportent pas de pétrole, donc ça ne sert à rien de bombarder. Autrement dit, nouveau rapport de force, nouvelle question, et je crois que c'est là la question principale. S'il y a tellement d'hostilité, c'est que les États-Unis, que l'Iran constitue le premier pays, le laboratoire où l'humiliation a été mise en place, où le nouveau logiciel s'est mis en place, où la fin du leadership américain s'est manifestée, et ça c'est inadmissible. Merci. Je me mets debout, pas pour des raisons hiérarchiques, mais pour pouvoir lancer le débat. C'est plus facile dans cette position. Peut-être ai-je des arrière-pensées, non pas du tout. Je voudrais, avant de lancer le débat, nous avons ici, il y a une très longue tradition évidemment d'analyse et de commentaires externes sur les États-Unis, en particulier de la part de Français éminents. Tocqueville en a été le premier, n'est-ce pas, à aller là-bas et analyser la société américaine. Nous sommes aujourd'hui en présence évidemment d'un panel d'universitaires et de chercheurs français, ce qui n'enlève en rien, bien évidemment, l'importance des propos, mais nous aurions pu, peut-être, si nous avions eu plus de temps, ouvrir le panel plus largement aussi à des voix américaines. Je voudrais quand même faire ressortir, je crois, un élément important. Fin du leadership américain, le monde a-t-il besoin d'un centre?
Cette idée, c'est une forme de cosmologie, n'est-ce pas? C'est une cosmologie très ancienne qui prédate les États-Unis, qui est une cosmologie in fine impériale qui suppose l'idée que sans centre de gravité permettant d'organiser les rapports internationaux, le monde s'effrite, va vers le chaos, vers les crises, vers les affrontements inévitables. Et cette idée, effectivement, comme Bertrand l'a dit au début, est très fortement ancrée dans la pensée américaine, du fait simplement que depuis 1945, jusqu'à très récemment du moins, c'est effectivement les États-Unis qui ont été, et qui sont peut-être encore en grande partie au centre de l'économie mondiale, au centre de l'économie politique internationale, et donc au centre des délibérations. En fait, nous nous dirigeons aujourd'hui, la question de la crise du leadership américain est une question de la reconstruction, de la construction d'autres formes d'autorité. D'autres formes d'autorité qui pourraient en fait incarner un bien commun mondial. Je ne dis pas que les États-Unis avant incarné un bien commun mondial, c'est pas du tout ça, mais simplement de construire dans un monde devenu de plus en plus polyarchique, non pas simplement anarchique, mais polyarchique, de construire des sources d'autorité légitimes, parce que la question de la légitimité est une question importante, n'est-ce pas? Rousseau. De construire un ordre international légitime fondé sur non seulement le multilatéralisme qui n'est pas un bien en soi, mais fondé effectivement sur le dépassement des rivalités nationales, et je pense à l'institutionnalisation du monde que l'on voudrait voir et que l'on ne voit pas, n'est-ce pas? Des Nations Unies avec plus d'autorité, de plus d'autonomie, avec une capacité de décision, de direction qui permettrait au monde de s'organiser de façon différente. Nous en sommes loin aujourd'hui, tout à fait au contraire. Nous nous dirigeons vers des rivalités nouvelles, interétatiques, mais aussi non étatiques, qui sont très importantes, et la montée en puissance de la Chine ne va pas simplifier cette équation, tout à fait au contraire, n'est-ce pas? Donc, avec ces petits mots de conclusion, la question de l'autorité, où trouver des sources d'autorité légitimes dans un monde où il n'y a pas de leadership, pas seulement américain, mais pas de leadership non plus de la part ni des autres États, ni de l'Europe, bien sûr, en tant qu'Europe, ni des institutions internationales affaiblies aujourd'hui, comment construire de nouvelles sources d'autorité légitime. Sur ce, nous avons eu un débat très riche, important, et je vous cède la parole avec plaisir. Moi, je voudrais poser deux questions. Le micro, parce que sinon ce ne sera pas enregistré. Merci. Je voudrais poser deux questions, l'une pour Bertrand Madi et l'autre pour Dominique Vidal. Vous avez dit que les sociétés multinationales américaines étaient de plus en plus en autonomie par rapport à l'État américain. Mais Hollywood travaille avec la CIA inversement, Google avec le Pentagone, et alors que la Silicon Valley avait voté contre Trump, dès qu'il a baissé les impôts, Apple a décidé de rapatrier une partie de ses opérations aux États-Unis. Donc il y a quand même une imbrication. Je voudrais savoir jusqu'à quel point vous pensez qu'il y a autonomisation. Et pour Dominique Vidal, avec qui j'ai été en Israël-Palestine il y a très longtemps, ce que vous avez dit sur le lobby pro-israélien est tout à fait important. C'est très largement ignoré en France. Effectivement, ce sont les évangéliques qui sont les grosses masses, et les plus jeunes juifs américains sont très critiques vis-à-vis d'Israël et de Trump. Mais est-ce que parmi ces évangéliques, en fait, on ne peut pas dire que ce sont les idiots utiles d'Israël, parce que ils servent les visées, mais les Israéliens savent très bien qu'ils ont affaire à des antisémites, et on voit se créer une alliance entre les antisémites et Israël, parce que Netanyahou va voir Orban, donc c'est une alliance très solide entre antisémites et Israël. Oui, entendons-nous bien, qu'il y ait des logiques de coalition, de coopération, de soutien réciproque, d'interdépendance, c'est absolument évident. Ce que je voulais dire, c'est que la mondialisation contribue à dissoudre le politique pur.
fait que les États ne sont plus les acteurs uniques du jeu mondial. Ce qui veut dire quelque chose qui n'a pas été suffisamment mis en évidence. Je reprends une formule de Noam Chomsky qui dit avec la mondialisation, on voit arriver quantité de tyrannie privée, private tyrants. Et ça, c'est quelque chose de très important que l'on n'a pas suffisamment étudié. C'est-à-dire que ces grands acteurs économiques, mais on pourrait le dire aussi d'autres types d'acteurs non étatiques, acteurs religieux, acteurs sociaux, acteurs culturels, profitent de la mondialisation pour déployer leur stratégie propre et je dirais même leur diplomatie propre. C'est-à-dire que la diplomatie n'est plus l'apanage des seuls États. Maintenant, les diplomaties, une entreprise, une église, un réseau transnational devient porteur de sa propre diplomatie. Et rien ne permet de dire a priori que ces tyrannies privées sont alignées sur un État. Et si vous regardez notamment tout le débat qu'il y a autour de la taxation des produits chinois importés aux États-Unis, vous avez des levées de boucliers dans les entreprises américaines parce que ces produits chinois participent de leur chaîne de production et que donc ce qui est construit par Trump comme étant un élément d'une stratégie politique nationale est reconstruit par ces acteurs économiques américains comme étant éventuellement gênants ou entravants dans leur stratégie. Ceci a toujours existé dans l'histoire, mais prend, du fait de la mondialisation aujourd'hui, une importance extrêmement grande. C'est ça que je voulais dire, et qui fait que changeons notre regard et essayons de réanalyser le monde à partir des stratégies de ces micro-tyrannies. Vous avez une prolifération de micro-tyrannies dans le monde, hein, quand on va en Afrique. On voit comment une entreprise pétrolière dans le delta du Niger a sa diplomatie, a sa politique, l'impose à l'État, reconstruit un morceau de territoire en fonction de ses intérêts, et que là, les choix diplomatiques d'État ne sont plus véritablement déterminants. Merci Bertrand. Première chose, cette affaire de clivage au sein de la communauté juive américaine, elle va bien au-delà de la politique. Souvent on interprète en France comme étant un glissement de partie des juifs américains vers les démocrates plutôt que vers les républicains. C'est absolument vrai. Aujourd'hui, les derniers sondages montrent que 80% des juifs américains votent ou s'apprêtent à voter démocrate. Ce qui rend parfaitement stupide la remarque de Donald Trump, outre qu'elle était insultante, mais elle était stupide, parce que de reprocher aux juifs qui votent démocrate d'être déloyaux, il s'adressait quand même à 80% des juifs, c'était pas peut-être la meilleure manière de les convaincre. Ce que je voulais dire, ça va au-delà, c'est-à-dire que dans les enquêtes qui ont été faites dans les dernières années, que j'ai lues en tout cas, c'est sur le judaïsme même qu'il y a question. C'est-à-dire une partie de la jeunesse juive américaine dit qu'elle n'a plus de lien, non seulement avec Israël, mais avec le judaïsme en tant que tel. Donc là, vous voyez, ça va bien au-delà des questions géopolitiques dont nous parlons. On parle de questions spirituelles majeures. Deuxièmement, vous parlez d'idiot utile. Je ne sais pas qui est idiot utile, en l'occurrence. Parce que considérer comme ses alliés les plus importants des gens dont l'objectif est de vous convertir de force un jour ou l'autre, voilà, je ne sais pas qui est idiot et qui est utile. Et troisièmement, vous avez raison, ça s'inscrit dans une stratégie. Et c'est ça qui est grave. Ce n'est pas des bavures. C'est qu'aujourd'hui, il y a un deal entre l'extrême droite ou la droite extrême israélienne et les mouvements populistes, y compris antisémites, qui est de dire, peu importe que vous soyez antisémite, du moment que vous êtes sioniste, du moment que vous soutenez l'État d'Israël. Et je veux dire que souvent, quand on dit ça, on choque, bien sûr, ça fait débat, mais parce que les gens n'ont pas de connaissances historiques. Jabotinsky, quand il a créé le Bétar, dans les années 30, il était financé par Mussolini. Il était aidé concrètement par le régime fasciste italien. Quand Abraham Stern, qui dirige le groupe Stern-Lechi, qui est une scission de l'Irgun,
envoie sa lettre au chancelier Hitler pour lui proposer une alliance entre le Lehi et le Troisième Reich, bon, c'est un peu ridicule, il y a 200 bons hommes à Tel Aviv qui proposent une alliance au Troisième Reich, mais enfin ils le font. Ils le font. J'en profite pour dire qu'on parle beaucoup du Moufti, et à juste titre d'ailleurs, mais on ne parle jamais de ça. On ne parle jamais de Jabotinsky, de Stern et de leurs alliances, disons, douteuses. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux en avoir une autre. Non, Jim Cohen. Je pose une question que j'arrive à peine à formuler, mais c'est une question qui n'a pas été évoquée directement jusqu'à maintenant. C'est la question monétaire. Puisqu'on parle peut-être d'un monde plus pluriel objectivement, est-ce que ça se traduit par l'émergence, oui ou non, d'autres camps monétaires capables de dépasser l'hégémonie du dollar? C'est une question qui a été évoquée 50 000 fois, mais où en sommes-nous avec ça aujourd'hui? Alors moi je répondrai non, il y a d'autres intervenants, mais moi je répondrai non, que pour l'instant, et curieusement d'ailleurs, il n'existe pas dans l'économie politique internationale d'aujourd'hui une alternative viable au dollar. L'euro qui devait constituer une monnaie de réserve internationale à terme équivalente au dollar dans les transactions internationales et qui donc aurait permis une autonomisation de l'Europe dans le système financier international ne s'est pas vraiment matérialisé. On le voit dans le cas de l'Iran, où la diplomatie du dollar, où l'affirmation de la souveraineté universelle des États-Unis par rapport à la question iranienne se fait à travers le dollar, à travers le fait que les grandes firmes, et même les firmes moyennes, de taille moyenne internationale, doivent utiliser le dollar comme monnaie de transaction internationale, que ce soit pour les échanges, que ce soit pour leur placement financier. Et que donc la souveraineté américaine s'exprime à travers le dollar sur eux, et d'où le résultat que la plupart des très grandes firmes ont quitté l'Iran et ne vont pas retourner dans l'Iran tant que les États-Unis ne relâchent pas les sanctions. Donc de ce point de vue-là, non. Et pour la Chine n'est pas aujourd'hui, la Chine est en train d'internationaliser peu à peu le renminbi, mais que c'est très faible, c'est très lent et c'est limité du simple fait que la Chine n'a pas les moyens aujourd'hui, structurellement parlant, de constituer un système financier véritablement autonome. La Chine est au milieu de ça, au fait, au milieu vert, ils sont en train de monter en puissance de façon très, très forte et impressionnante d'ailleurs, mais ne sont pas en mesure aujourd'hui de constituer un bloc monétaire, un système monétaire alternatif, même si lentement se constituent des zones d'échange en Asie du Sud-Est en particulier, pour les échanges bilatéraux entre la Chine et ses alliés. Le dollar, c'est 70% des réserves des banques centrales du monde, et c'est à peu près 70% des transactions internationales en termes des échanges. Donc la réponse, pour l'instant, c'est non, et c'est un élément de puissance structurelle côté américain qui perdure et qui perdurera assez longtemps tant qu'il n'y aura pas effondrement du système dollar, ce que je ne prévois absolument pas. Philippe, si je peux me permettre de bousculer le protocole, mais j'aimerais poser une question à Bernard Orcade. Oui, mais Bernard Bertrand... Ah, pardon. Sur cette affaire, parce que c'est une question absolument fondamentale. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe. Deux petites, c'est pas des réserves, c'est pas des nuances, je ne sais pas comment les appeler. Je pense qu'il ne faut pas négliger la pente chinoise. C'est-à-dire que, fondamentalement, si la Chine, pour des raisons égoïstes, n'est pas candidate à l'hégémonie, et notamment à l'hégémonie financière, c'est très clair, parce que tous les dirigeants chinois considèrent, et ont considéré depuis Zhou Enlai, que l'hégémonie, ça coûte trop cher, et que donc se lancer dans une posture hégémonique, y compris sur le plan monétaire, c'est trop coûteux. En revanche, l'obsession des dirigeants chinois depuis, en tous les cas, avec Xi Jinping, c'est évident, mais c'est une histoire qui monte depuis déjà un bon bout de temps, c'est la bataille des normes. C'est-à-dire, le discours chinois, c'est de dire, il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui définissent les normes internationales. Et la monnaie appartient à cette bataille de la norme.
Et donc, il faut être très très attentif à cela. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi à court terme, je suis assez d'accord à moyen terme. Je pense que je suis d'accord à long terme parce que c'est aussi ce que tu as signifié, mais je vais signer ce point. Le deuxième élément qui me paraît important, et ça je crois que c'est au cœur de notre livre, et en tous les cas des interrogations qui ont porté ce livre, c'est que tu as raison de dire que le pouvoir structurel, comme disait Susan Strange, que représente effectivement le dollar, constitue une permanence de la puissance, mais la puissance monétaire et financière a changé de nature. C'est-à-dire qu'elle est en mesure de bloquer, elle est en mesure de paralyser, elle est en mesure d'empêcher, elle n'est plus en mesure de créer un ordre financier international, un ordre monétaire international, un ordre international tout court. C'est le vrai symptôme de faiblesse de la puissance ne se trouve pas dans la faculté de bloquer et d'empêcher, comme réussissent à le faire les États-Unis en Iran, tu as raison. C'est dans le fait que de cette puissance ne dérive plus la production d'un nouvel ordre international. Oui, c'est vrai depuis 71. C'est vrai depuis 71. Mais c'est vrai, lorsque George H. Bush, le père, je citais tout à l'heure, parlait de nouvel ordre international, lui, il y croyait. Oui. Et ça a avorté. Je reviens à la question que je voulais poser à Bernard Bourcade, parce que moi je suis quand même d'abord journaliste. Pendant qu'on parle là, depuis tout à l'heure, il y a uniquement des dépêches sur la réaction sur l'Iran, est-ce qu'il y aura ou pas, enfin non. On est vraiment dans quelque chose de chaud. Je ne propose pas de traiter à chaud. Mais comment analyser le fait que l'Arabie Saoudite est humiliée comme elle l'a été, que jusqu'à nouvel ordre, la décision de la Maison-Blanche, c'est simplement de rajouter une louche de sanctions. Comment interpréter ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est un souci électoral? Est-ce qu'on ne veut pas se jeter dans une aventure militaire à quelques mois d'une élection, on ne sait pas comment tout ça peut tourner? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des rapports de force qui sont en train de se créer dans cette région où, en particulier, MBS et d'autres ont peur des Iraniens, une vraie peur, pas la peur de la bombe, la peur de l'armée iranienne, de la force que représente l'Iran aujourd'hui par rapport à la fragilité du Golfe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que l'exemple iranien, c'est un laboratoire. C'est le premier pays de la région à avoir fait une constitution démocratique en 1906, à avoir du pétrole, à l'avoir nationalisé, puis dénationalisé, à avoir fait la révolution blanche du Shah, une révolution islamique. Bref, c'est un excellent laboratoire, parce que c'est un pays un peu à part. Et surtout, je crois qu'effectivement, il est le laboratoire de ce déclin américain, de ce changement de leadership américain. Et là, la démonstration est faite. On disait depuis longtemps, l'Iran est incontournable, etc. On en parlait comme quelque chose de potentiel. Là, vu la crise, l'Iran montre qu'il est là, et que, puisque l'Iran ne peut pas exporter du pétrole, par une opération du Saint-Esprit, je ne dirais pas qui a été l'auteur des bombardements, la production pétrolière saoudienne est divisée par 2. Donc si le Saint-Esprit est à nouveau actif, ce sera 0. Autrement dit, égalité, le rapport de force change. Les Américains ont armé l'armée saoudienne et les Émirats, ils n'ont pas été capables d'arrêter cela. Les Américains ont leur flotte à quelques dizaines de kilomètres des bases saoudiennes, ils n'ont pas pu empêcher cela. Autrement dit, le parapluie américain n'est plus là, dans une région très sensible. Donc c'est humiliation américaine, humiliation saoudienne. Ce n'est pas bon d'être humilié pour discuter de négociations, mais ça met un rapport de force en place. Donc tout est possible, y compris, c'est naïf cela, mais quand Trump menaçait la Corée du Nord d'être rayé de la carte du monde, 15 jours plus tard, il allait voir, donc on peut imaginer, mais ça c'est totalement improbable, que les deux pays vont se rencontrer et que Trump reviendra dans l'accord nucléaire et relancera les choses. Mais le rapport de force a changé. Et on voit effectivement que plus personne ne contrôle la région. Et on peut revenir à ce qu'était la révolution islamique, ne pas oublier à l'époque, on craignait une révolution communiste. Et on s'est dit, les religieux, les mollahs, sont anticommunistes. Donc mettons en place Khomeini, au moins il posera des milliards de problèmes, mais mieux vaut avoir des religieux en place en Iran, parce que le Shah c'est fini, au moins il sera un bon rempart contre les communistes, ce qui a été vrai. Et ensuite c'était autre chose, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait autre chose que simplement un barrage contre les communistes. Et aujourd'hui,
Il faut prendre des décisions. Qui est capable d'en faire? Macron a essayé un tas de solutions. C'est pas fini. Du côté iranien, les choses bougent. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde retient son souffle. Et côté iranien, et côté américain, et tout le monde. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Et l'armée iranienne ne peut pas envahir l'Arabie Saoudite. L'armée saoudienne ne peut pas envahir l'Iran. Il pourrait y avoir des rétorsions. On est dans une situation très explosive. Mais une explosion qui ne pourra pas du long terme. Mais maintenant, la question du leadership, qui peut faire quoi? Et on revient, il faut trouver peut-être d'autres puissances émergentes, qui ne sont pas la Chine, l'Inde et des grands pays, mais là, Iran, Arabie Saoudite. Ne pas oublier que dans le discours de Nixon en 1973 en Iran et en Arabie, il disait « Voici les deux gendarmes du Golfe Persique. » Les deux gendarmes. On revient à Biran. Bernard, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'emploierai pas le terme rapport de force. Justement, ce qui a changé dans le monde, c'est que ce ne sont plus les rapports de force qui déterminent le jeu. Je veux dire, il faut quand même noter que Donald Trump est un personnage intéressant, n'est-ce pas? Puisque Donald Trump semble ne pas vouloir la guerre. Il n'a pas réagi lors du drone américain qui a été descendu il y a quelque temps, contre l'avis d'un grand nombre de ses conseillers. Et là, dans les déclarations très confuses, qui ont suivi, délibérément confuses de sa part, qui ont suivi l'affaire saoudienne, il ne semble pas plus enclin, pour l'instant, du moins pour l'instant, à faire la guerre. Donc je pense qu'il y a quand même des imprévus et des impondérables dans la situation, y compris le non-vouloir de guerre de Donald Trump dans cette histoire. Oui, Annick. Oui, non, avec mon habitude d'élargir toujours et de regarder juste à côté. Je ne suis pas en train de regarder l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite s'ajoute à une longue liste. Si on regarde ce que l'Iran est en train de faire en Irak, actuellement, et ça, c'est problématique pour les Américains. Si effectivement, vous mentionniez tout à l'heure que pendant le G7, d'un seul coup, on a le Hezbollah et Israël qui sont à 2 doigts de redéclencher une guerre au sud-Liban. On a effectivement une administration Trump qui, dans le même temps, se retrouve avec une ingérence iranienne en Irak, son territoire, sa reconstruction, enfin sa chose, depuis 2003, les Iraniens sont de plus en plus prégnants sur la politique irakienne intérieure. Mais c'est les États-Unis qui les ont installés là. On est tout à fait d'accord, mais ce n'est pas exactement ce qu'ils espéraient faire. Dans le même temps, on a un congrès américain qui essaye d'attacher les mains de l'exécutif et d'obliger l'administration Trump à se retirer du Yémen, et donc à laisser tomber l'Arabie Saoudite au Yémen. Donc on a véritablement une administration Trump qui est en train de tout lâcher à l'Iran. Une partie, c'est la continuité d'Obama, une partie, c'est le Congrès qui dit « ça suffit, ces guerres qu'on ne gagne pas », une partie, c'est l'Iran, effectivement, qui avance ses pions, directement ou indirectement par le Hezbollah, qui a aujourd'hui sa légitimité législative au Liban de surcroît, et d'avoir contribué lourdement à défaire Daesh en Syrie. Donc on a véritablement une série de... Est-ce que je vais utiliser le mot domino? Allez, je vais aller jusqu'au bout de ma guerre froide ce soir. Mais où véritablement, les puits de pétrole saoudiens qui flambent, est-ce que je peux dire c'est la goutte de pétrole de trop? Mais c'est un petit peu ça, parce que sur tous les fronts, en passant par le détroit d'Ormuz, les Américains sont en train de perdre face aux Iraniens. D'accord, je vais prendre une dernière question, Susan? Non? Philippe, il y avait ici. Non, oui, on a... Est-ce qu'il peut poser des questions en anglais? Oui, les questions peuvent être posées en anglais, bien évidemment. You can obviously ask questions in English. We're not trying to censor English here at this university, obviously. Je voulais juste dire, tout le problème de Trump, c'est d'avoir rompu avec les équilibres qu'Obama avait cherché à instaurer. Obama était persuadé que les États-Unis étaient plus proches des Iraniens, en cas de la population iranienne, que des Saoudiens. Enfin, il avait une grande méfiance pour l'Arabie Saoudite. Et Trump a vraiment pris un risque énorme en voulant prendre le parti d'un des camps, au lieu de faire ce que Stephen Walt, par exemple, dit sans arrêt, c'est jouer là, je ne sais pas si Bertrand m'a pardonné, mais le balance of power dans une région où, au fond, il leur suffit de s'assurer qu'il n'y ait pas d'égaiement régional qui empêche le pétrole et qui... Or, par ailleurs, sur l'Iran, on sait aujourd'hui, enfin c'est du moins ce qu'on lit dans la presse,
qu'on était à 80% d'un accord sur la renégociation de l'accord du JCPOA, enfin de l'accord nucléaire iranien. Les Européens s'étaient démenés pour aboutir à une solution et Trump a finalement dit non. J'ajouterais simplement pour l'attitude de Trump, déjà Gates disait que tout secrétaire à la défense, il conseillerait au président d'engager une guerre au sol en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient, mériterait d'avoir son cerveau soumis à examen médical, premier point. Et on a quand même une réflexion de Trump qui est assez extraordinaire, c'est Denis Ross qui l'a relevé, je dois dire que ça m'a paru une très très bonne notation, lors du deuxième frappe contre la Syrie d'Assad. Pas celle lorsqu'il y avait Xi, mais la deuxième en avril, je crois, 2018. Trump a prononcé un discours. Et qu'est-ce qu'on croit? Est-ce qu'il a dit « je veux y aller », etc. Il a dit surtout pas qu'on ne se méprenne surtout pas sur ce que je suis en train de faire. Il a dit « il n'y a rien que les États-Unis puissent faire pour résoudre les problèmes du Moyen-Orient. It's a troubled region ». C'est une région tourmentée. Ce qui prouve bien à quel point, évidemment, maintenant il doit être dans l'embarras, parce qu'effectivement, il a le choix entre risquer l'humiliation à la longue, et c'est peut-être ce que l'Iran cherche à tester, jusqu'où aller, et puis, sinon, à se retrouver embringué dans ce que depuis au moins Obama, tous les présidents américains semblent vouloir à tout prix éviter. Tout à fait, il a dit de la région que c'était blood and sand. Voilà. There are questions in English from the audience? Stuart? Je vais essayer en français pour pratiquer. Alors, ma question, c'est pour vous, Annie. C'est une question sur le changement de climat. Et je voulais savoir si, sans les États-Unis, si vous pensez que c'est possible d'avoir quelque chose de multilatéral, ou si vous pensez que c'est absolument nécessaire, alors que les États-Unis ont 35% le GDP du monde, c'est absolument nécessaire que les États-Unis joignent tout le monde pour faire un agreement. J'allais dire un deal, comme on dirait aujourd'hui. Quels États-Unis? Pourquoi est-ce que Donald Trump est en train de s'en prendre à la Californie et à toutes les lois d'exception qui empêchaient que la Californie, où j'ai passé quelques années de ma vie, donc ça me touche un petit peu particulièrement, effectivement on y respirait un petit peu mieux qu'ailleurs. Il y avait des lois d'exemption, etc., qui permettaient à l'État californien d'auto-réguler, je ne vais pas savoir le dire en français du coup, les pots d'échappement, etc., et qui faisaient que la Californie était pionnière par rapport à sa propre pollution, à la gestion de sa propre pollution, et déjà il y a plus de 20 ans de ça quand j'y vivais. Le système fédéral américain, le système fédéré des États-Unis, a permis à la diplomatie américaine de se réinventer d'une manière que, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je me suis parfois posé la question, à quelle limite on était de la Constitution. Quand j'ai vu arriver dans les échanges multilatéraux sur le changement climatique, des représentations d'États fédérés, de municipalités, de campus universitaires, de toute la société civile qui utilise cette démocratie participative à l'américaine pour créer une contre-diplomatie, pas simplement un élargissement, mais véritablement, on avait au sommet, à la COP, je ne sais plus, j'ai arrêté de compter, 22 ou 23, 24, on a eu 2 représentations diplomatiques américaines, la petite représentation officielle de l'administration Trump, et les plus nombreux et les plus riches en termes de financement d'ailleurs, puisqu'il y a des multinationales qui se sont jointes à cette contre-diplomatie, qui représentaient également les États-Unis, et que l'on a accepté, c'était tout le mouvement « We are still in », etc. C'est-à-dire les États-Unis sont toujours là, et bien évidemment les Européens ont accueilli, les diplomaties officielles européennes ont accueilli à bras ouverts cette société civile. Donc les États-Unis sont toujours là. Ceci étant, ils sont toujours là d'une deuxième manière. Alors après avoir dit du bien du Pentagone, je vais tout oser aujourd'hui, je vais dire du bien de la Chine. C'est-à-dire quelle Chine? Celle qui travaillait avec Obama, c'est-à-dire celle qui participait au même groupe de travail américano-chinois à l'époque pour préparer la COP21 de Paris. Et où il y a, j'allais dire, un savoir-faire américain qui est passé chez les Chinois et où il y a une diplomatie chinoise qui continue un petit peu à essayer de faire avancer ça aujourd'hui. Donc, les États-Unis ne sont pas totalement absents. Mais après, il est évident que
la systématisation, je vais changer ma phrase, les attaques systématiques contre toute la législation, non seulement de Barack Obama, mais même de Richard Nixon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une administration républicaine qui est en train de défaire les législations républicaines des années 70 contre tout ce qui était environnemental ou en faveur des énergies fossiles. Il va falloir longtemps pour modifier ceci, dans un sens que je préférerais personnellement, dans la législation des États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut très peu de temps pour défaire des décennies de législation, mais il va falloir du temps pour remettre en place cette législation le jour où un turnover se fera effectivement à la Maison-Blanche. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à votre question. Vous aurez compris de quel côté mon cœur penche. Je suis de Californie, alors. C'est ma deuxième patrie. Ok. Je crois qu'on devrait passer quand même. Il y a de quoi se... On peut continuer. Oui, on peut continuer de façon, je crois, un peu plus informelle, avec un peu de vin ou de l'eau.